Merci Yann, on vous retrouve tout à l'heure absolument à 22h. Je vous le disais, à 22h, on parlera notamment de ces révélations de Mediapart et Libération sur les violences policières il y a 2 ans à Sainte-Soline. On ouvre la première page de ce 21-23. Je vous l'ai dit, on part au Brésil notamment, à Belém. On en parlait dans le journal avec Cyril Adrien Salman, où s'est ouvert donc cette COP 30, Belém aux portes de l'Amazonie, mais une COP 30, un sommet sur le climat en petite forme. Je vous disais, peu de dirigeants étrangers ont fait le déplacement, même si Emmanuel Macron hier, on est loin des enthousiasmes et des objectifs de la COP 21. C'était il y a 10 ans à Paris. On va en parler sur ce plateau, sans concession. Qu'avons-nous raté pour être si peu ambitieux aujourd'hui? Y a-t-il aussi un échec, un certain échec de l'écologie politique? Débat éclairé mais sans concession, que je vous disais. Avec vous, Henri Westman, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous êtes également coordinateur du réseau international sur les stratégies de décarbonation. Fabio D'Andrea, bonsoir. Climatologue au CNRS, directeur du département de géosciences de l'École normale supérieure. Anne Bringot, bonsoir, directrice des programmes du réseau Action Climat. Et puis Patrick Martin-Genier, qu'on vous retrouve, expert des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po, auteur de Vers une 6e République aux éditions Studi Rama. Alors on va tout de suite aller voir quand même sur le terrain ce qui se joue, quels sont les objectifs de cette COP 30 au Brésil. Regardez d'abord le reportage de Mathilde Gracia et on en parle après. Longtemps surnommée poumon vert de la planète, l'Amazonie, plus grande forêt tropicale du monde, peine aujourd'hui à jouer ce rôle. Sa surface se réduit et ses écosystèmes se dégradent. Comme un symbole, c'est à ses portes au Brésil que les leaders du monde entier se réunissent pour la COP 30 sur le climat. Et il y a urgence. Le monde se dirige vers un réchauffement de 2,5 degrés à la fin du siècle. C'est une COP dont on doit sortir avec des actions concrètes, avec un plan d'action concret. On attend des chefs d'État qu'ils reconnaissent là aussi qu'il faut sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et qu'il faut se débarrasser le plus rapidement possible, partout sur la planète, du pétrole, du gaz et du charbon, qui sont les énergies qui nous ont mis dans cette situation-là. Les défis sont immenses, à l'image de la Chine, qui installe à elle seule autant d'eau solaire et d'éolien que le reste du monde. 6 millions de panneaux photovoltaïques dans ce désert. Mais le premier pollueur mondial construit encore des centrales à charbon. Les États-Unis, de leur côté, sont sortis de l'accord de Paris. L'accord de Paris pour le climat est accepté. En 2015, ce texte voulait limiter le réchauffement à 1,5 degré. À la COP 30, Laurent Fabius appelle les pays à poursuivre leurs efforts. Je n'en attends pas d'annonce spectaculaire. Je pense que l'accent sera plutôt essayons vraiment de mettre en œuvre ce qui a été décidé auparavant. La COP 30 débute officiellement ce lundi. 2 semaines pendant lesquelles le président Lula espère maintenir l'ambition climatique. Anne Bringot, alors on vient de voir le reportage. On a l'impression, année après année, de faire un petit peu évidemment les mêmes constats, de faire le même type d'émission. Alors je ne sais pas si on fait du surplace, ça avance quand même un petit peu, mais pas assez vite. On l'a entendu, on va le voir tout à l'heure au web, les objectifs de l'accord de Paris, c'était limité à 1,5 degré le réchauffement. On est déjà au-dessus des 2. Pour vous, pour la conscience écologique que vous êtes, c'est triste à voir ? Alors, c'est triste. On n'est pas à 1,5 degré encore. On sera à 1,5 degré sans doute au début des années 2030. On n'y est pas encore. Si on regarde. Et puis, l'objectif de l'accord de Paris, c'était pour la fin du siècle. Pour la fin du siècle, ouais. Donc, c'est important de voir aussi la courbe ensuite. Et on est encore loin, heureusement, des 2 degrés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 10 ans, à l'accord de Paris, quand il y avait cet objectif de rester sous 2 degrés et autant que possible 1,5 degré, la trajectoire, si on poursuivait les émissions comme à ce moment-là, on arrivait à 4 degrés de réchauffement. Là, c'est un monde qui est presque inenvisageable, qui est quasiment invivable. Voilà, il y a trop de bouleversements pour que la vie puisse perdurer telle qu'on la connaît actuellement. Maintenant, grâce aux évolutions depuis 10 ans dans différents pays qui baissent leurs émissions, on a un changement. C'est-à-dire que si on continue les projections comme actuellement, on arrive à 3 degrés. Et si les pays tiennent les engagements qu'ils ont pris, on est plutôt entre 2,3 et 2,5 degrés. Donc, il y a un progrès. Le problème, c'est qu'on n'est toujours pas au bon niveau. Et il faut quand même avoir en tête qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, ce sont tous les coraux qui disparaissent et qui meurent.
À 2 degrés, on a aussi des îles du Pacifique qui sont submergées. On a des dizaines de millions de personnes qui souffrent davantage de la faim dans le monde. Donc ce sont des conséquences dramatiques qu'on perçoit dès maintenant. On a vu l'ouragan Melissa, il n'y a pas très longtemps en Jamaïque, qui a été plus puissant à cause du changement climatique. On voit les sécheresses, les canicules, y compris en France et en métropole. Les impacts sont de plus en plus perceptibles et inquiètent de plus en plus la population. Donc maintenant, il faut que les responsables soient montrés du doigt, les entreprises productrices d'énergie fossile, les États qui freinent, et il faut qu'on entende la voix des citoyens eux, veulent qu'on aille plus vite. Alors justement, on va, parce que on va pas refaire le débat sur le réchauffement climatique, est-il réel et est-il dangereux pour l'humanité? On est tous d'accord. Et voilà. Mais effectivement, on va le voir que, mais même en France, et on abordera ça un petit peu après, je voyais un sondage de l'ADEME, 80% des Français attribuent des causes humaines au réchauffement climatique. Les Français sont, on va le répéter, quand même plutôt des bons élèves en matière de conscience écologique. Mais enfin, il n'y a pas 80% de Français qui vote écolo ou qui s'engage très concrètement là-dessus. Donc d'où viennent ces petits renoncements, voilà, notamment sur cette COP 30. Fabio D'Andrea, vous pouvez nous dire, est-ce que quand on voit ça, que peu de chefs d'État sont partis là-bas, moins qu'espéré en tout cas, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors déjà, merci d'avoir commencé en rappelant que c'est très utile. L'accord de Paris a été un grand succès. Ça, c'est la première chose qu'on doit dire. Après, je vais répondre à votre question. Je me défausse pas et rappelez-moi si je l'oublie. Non, bien sûr. Mais effectivement, on est passé à prévoir une augmentation de 4 degrés, à prévoir maintenant de 6 ou de 8 pour 2100. Donc, il faut pas du tout négliger ça. C'est un grand succès, en fait. Mais effectivement, on fait pas assez. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Déjà, il faut en faire plus. Mais la chose qui, moi, ça me préoccupe plus de tout, c'est le changement de climat politique. Et ça, on le perçoit tous. Et donc, c'est un peu bizarre que ça vienne de moi en tant que scientifique, cette observation. Mais le climat politique, et c'est ce que vous dites, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État qui y vont, change beaucoup de la perception qu'ont les acteurs qui portent les investissements pour la transformation, l'adaptation et la mitigation du changement climatique. Donc, c'est quelque chose de très important. Eh bien, justement, on va poursuivre le débat. Vous parliez du changement climatique, enfin du changement politique sur le climat. Le plus emblématique, c'est évidemment le président américain, Donald Trump. On regarde ce court extrait quand Donald Trump s'est retiré justement de l'accord de Paris. Voici pour le retrait des accords de Paris. Merci, Monsieur le Président. Nous allons économiser 1 000 milliards de dollars. Voilà, c'est dans les premiers jours de son premier mandat. Qu'est-ce que ça évoque, Patrick, et puis évidemment aussi Henri, qu'est-ce que ça évoque comme climat politique? Parce qu'il y a Donald Trump, il y a aussi Javier Milei qui n'est pas venu. Alors, c'est aussi la compétition entre l'Argentine et le Brésil, entre deux pays qui se s'aiment pas trop. Mais voilà, il y a ce climat politique de défiance, en partie. Oui, je crois qu'on assiste malheureusement depuis quelques années à une montée des partis climato-sceptiques qui se confondent toujours très souvent avec l'extrême droite, mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi des partis d'extrême gauche qui pensent que c'est l'emploi qui doit prévaloir. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus véritablement cette volonté politique. Premièrement, l'écologie politique effectivement est faible, elle n'arrive pas à prendre le pouvoir en général, même si elle arrive à faire des scores honorables, et les gouvernements sont souvent sous la pression de l'extrême droite qui privilégie l'emploi et qui va finir par dire en fin de compte que le réchauffement climatique c'est une arnaque. C'est ce qu'a dit Donald Trump. Il a dit c'est une arnaque et je viens de montrer que c'était une arnaque. Alors qu'il a tout faux en réalité Donald Trump. Pourquoi? Parce que si lui s'est retiré des accords
de Paris. Aux États-Unis, vous avez des gouverneurs, vous avez des maires qui mettent des bus électriques et qui se lancent dans la production. Et on ira notamment voir un exemple au Texas, qui reste un État très conservateur, mais qui a vu qu'il y a du business à faire. Il y a du business à faire, et donc ça, c'est très important. Et d'un point de vue politique, naturellement, c'est pas toujours payant. Et enfin, un lobby industriel considérable. Regardez la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, les difficultés qu'elle a eues pour élaborer son plan, pour dire nous arrivons avec un plan ambitieux à Belém. Elle n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que le lobby industriel allemand, par exemple, de l'automobile, considère que c'est tout à fait inatteignable, ces objectifs qui ont été fixés, et qu'il est hors de question, il freine sur le fait d'éliminer complètement les véhicules thermiques d'ici 2035. L'industrie allemande, elle freine des 4 fers, si vous me permettez l'expression, et on sait très bien qu'Ursula von der Leyen est très sensible à cela. Et enfin, la montée de tous les partis climato-sceptiques, non seulement en Hongrie, j'étais moi à Amsterdam la semaine dernière, le parti d'extrême droite reste parmi les premiers partis politiques, les gouvernements sont sous la pression de ces partis politiques, et enfin, n'oublions pas également que dans les villes, les grandes villes que je connais, effectivement, l'écologie c'est quelque chose d'important, mais souvent ça coûte cher, et eh bien, dans les campagnes, dans les campagnes par exemple, eh bien, vous avez des gens qui ont de faibles moyens, qui n'ont pas les moyens d'avoir des véhicules électriques, qui ont besoin encore de véhicules diesel ou thermiques, et donc je crois qu'on n'a pas toujours pris en considération les difficultés que pouvaient avoir ces personnes à faire cette transition écologique qui reste néanmoins très importante naturellement. On va justement, on va poursuivre ce débat que vient d'entamer Patrick. Justement, Henri Wessmann, c'est classique débat sur avant la fin du monde, moi j'ai la fin du mois qui arrive. Je sais que ça peut énerver justement des gens, des scientifiques qui travaillent dessus, mais voilà, on est au cœur de sociétés complexes. Ça énerve pas du tout les scientifiques. Les scientifiques, ils le savent très bien, ils le reconnaissent, que l'enjeu fondamental, c'est de construire des stratégies de transformation qui permettent de combiner les deux. Et ce que montre la science, c'est que c'est tout à fait possible. Pas que c'est facile, c'est compliqué, mais c'est possible. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de se demander à quoi ça sert toutes ces discussions-là, par exemple. À quoi sert cette COP qui est à Belém ? La présence de Donald Trump et de tous ces mouvements un petit peu sceptiques, en fait, montre que c'est très important de continuer à avoir ces dynamiques collectives. Si on n'avait pas ces dynamiques collectives, ce serait finalement chacun pourrait faire exactement ce qu'il veut et faire prévaloir son opinion sur la science. Là, on a des arènes dans lesquelles ces enjeux scientifiques sont discutés et ce sont des moments de pression politique. Vous avez parlé des difficultés à l'échelle européenne. Oui, il y a des difficultés, bien entendu. On est à un moment où beaucoup de décisions concrètes sont difficiles. Finalement, l'accord de Paris il y a 10 ans, je ne dirais pas que c'était facile, c'était très compliqué. Mais il prévoyait une transformation à laquelle on est confronté aujourd'hui. Ce n'est pas non plus une grande surprise qu'il y ait des tiraillements au moment où on est en train d'essayer de mettre en œuvre ces transformations fondamentales et radicales qui affectent les changements. Donc ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment qu'on peut avoir des débats sur le degré d'ambition, par exemple, de l'engagement européen qui a été pris il y a seulement 2 jours. N'empêche qu'en l'absence de COP, on peut douter qu'il y ait le moindre engagement de l'Europe à ce moment-là, parce que c'est difficile. Le fait d'avoir ces moments de pression politique internationale, c'est essentiel pour que chacun puisse avancer vers la construction, et ça c'est une des innovations fondamentales de l'accord de Paris, c'est de reconnaître que le problème climatique est certes un problème global, mais il ne se résoudra que si les pays s'en emparent. Et pourquoi c'est essentiel qu'ils s'en emparent ? Notamment pour le point que vous avez soulevé, parce que c'est la condition pour que le problème climatique ne soit pas déconnecté des problématiques sociales et environnementales. C'est seulement si on réconcilie tous ces enjeux-là qu'on va pouvoir construire des trajectoires qui sont ambitieuses du point de vue climatique, mais aussi désirables du point de vue socio-économique. Et encore une fois, c'est possible, c'est pas automatique. Tout l'enjeu sera dans la construction de politiques, vous parlez d'écologie politique, de politiques qui prennent en compte ces enjeux ensemble. Et encore une fois, c'est tout à fait possible. Ça demande des efforts, ça demande de changer la façon dont on conçoit les politiques, mais il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne marcherait pas. On va continuer le débat. On a du temps avec vous quatre juste avant, parce que vous avez été plusieurs à l'aborder. Je vais aller voir au hub justement Bastien, parce qu'on va voir ce qui s'est passé depuis 10 ans. Vous avez beaucoup parlé de l'accord de Paris, de la COP 21. Et bien justement, Bastien, depuis 10 ans, où est-ce qu'on en est 10 ans après ? Eh bien, Loïc, l'objectif principal de la COP 21, c'était celui-ci. Limiter le réchauffement climatique entre 1,5 degré et 2 degrés. Alors, à la fin du siècle. À la fin du siècle, tout à fait. Alors, mauvaise nouvelle, cette barre symbolique de 1,5 degré, eh bien, elle a déjà été dépassée. C'était
en 2024 et cela devrait progressivement devenir la norme d'ici 2030. Vous l'avez évoqué en plateau. Les 10 dernières années ont d'ailleurs été les plus chaudes jamais enregistrées et selon les dernières évaluations des Nations Unies, eh bien, on se situerait pour la fin du siècle sur une augmentation de la température prévue entre 2,3 et plus 2,5 degrés. Et ces données, c'est une relative bonne nouvelle, je dis bien relative bonne nouvelle, car en 2015, au moment de la COP21, eh bien, on prévoyait une augmentation de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Alors, autre constat alarmant, eh bien, les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Elles sont encore en hausse en 2024, plus 2,3% par rapport à 2023. Et si on veut voir le verre à moitié plein, eh bien, on peut constater qu'au cours de la dernière décennie, le rythme de croissance des émissions mondiales de CO2 a aussi été divisé par 3 par rapport à la décennie précédente. Et ça, c'est grâce à la COP21. Autre objectif de l'accord de Paris, eh bien, c'est se passer des énergies fossiles. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle. Les énergies fossiles représentent toujours 80% du mix énergétique mondial. Et ce pourcentage, eh bien, c'est le même qu'en 2015. Mais grâce à l'accord de Paris, grâce à la COP21, eh bien, les énergies renouvelables se sont développées, ont été multipliées. Et d'ailleurs, au premier semestre 2025, eh bien, ces énergies renouvelables ont dépassé le charbon dans la production électrique. Et ça, c'est historique. C'est une première mondiale. Et évidemment, eh bien voilà, excusez-moi, petit problème de hub, de technologie. Enfin, l'une des principales victoires de l'accord de Paris, eh bien, c'est d'avoir créé un cadre d'action climatique généralisé. En 10 ans, 140 pays ont pris un engagement de neutralité carbone d'ici 2050 et 2070. Et pour toutes ces raisons, eh bien, on peut conclure que oui, l'accord de Paris, il n'est pas suffisant, mais pourtant, il reste incontournable, Loïc. Eh bien, merci Bastien. Mais justement, c'est ce que disaient nos invités en plateau. On voit bien qu'on navigue entre effectivement le verre à moitié vide ou à moitié plein. Juste pour continuer le débat avec vous et pour faire suite à ce qui vient d'être dit, on va prendre l'exemple de Paris. Regardez par exemple, Paris, ça a plutôt bien marché. On va le voir là sur l'écran qui s'affiche. En 10 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé d'environ 25% à Paris. C'est plutôt le signe que la capitale française est en capacité d'atteindre son objectif climatique de 2030. C'est une enquête d'Air Paris publiée le 6, c'était hier, non, aujourd'hui, le 6 novembre aujourd'hui. Ça, c'est effectivement plutôt le verre à moitié plein. Des effets, ça marche. Oui, ça marche. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, l'enjeu, c'est de combler ce fossé entre, effectivement, les objectifs de l'accord de Paris, qui restent valables, qui restent le cap, et ce que les engagements des pays actuellement qui ne suffisent pas. Pour combler ce gap, il va falloir un plan précis d'action, et c'est ce qu'on attend justement de cette COP. Mais il faut une transition juste. C'est ça la vraie... parce qu'on rentre dans le dur. Là, il ne faut pas laisser de côté des salariés, il ne faut pas laisser de côté des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à un moyen de mobilité. Il ne faut pas laisser de côté des populations des pays les plus vulnérables qui actuellement souffrent le plus des impacts du changement climatique. Et donc, cette transition juste, à la fin, voilà, c'est quelque chose quand même, la transition qui est positif. On parlait des emplois tout à l'heure. La transition, ça crée beaucoup plus d'emplois que ça n'en supprime dans les énergies renouvelables, dans la rénovation du bâtiment. Il y a beaucoup d'emplois à créer. Simplement, ce sont les acteurs des emplois actuels qui sont les plus vocaux. Total Énergie est quand même très puissant. Monsieur Pouyanné était dans la délégation française à la COP il y a 2 ans. C'est le patron de Total. Voilà, le patron de Total Énergie. On voit que les lobbies des énergies fossiles sont très présents dans les COP. Et Total Énergie prévoit toujours de faire 2/3 de ses investissements dans les énergies fossiles en 2030. C'est quand même complètement contradictoire avec les objectifs de l'accord de Paris et on ne voit pas Emmanuel Macron réagir par rapport à ça. Donc, il faut accompagner les transitions professionnelles vers ces nouveaux emplois et aussi permettre à chacun, effectivement, d'avoir accès à une solution de mobilité moins polluante, à une rénovation des logements. Il y a eu un rapport qui est sorti il y a peu de temps par Bercy qui se met également à réfléchir au financement du climat et cette
stratégie pluriannuelle du financement de la transition écologique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut orienter les financements publics vers ce qui n'est pas rentable. Ça peut paraître étonnant, mais ce qui n'est pas rentable ne sera pas financé par le privé. Par exemple, les transports en commun, qui sont rentables sur très longtemps. Et il faut financer aussi par de l'argent public, ce qui ne peut pas être accessible par les acteurs qui n'en ont pas les moyens, les ménages au bas revenu ou les entreprises qui n'ont pas beaucoup. Donc c'est ça aussi le changement à adopter, parce que jusque-là, les financements pour rénover son logement ou pour avoir accès à un véhicule électrique, c'était quand même plutôt pour les ménages aisés. Ça, ce sont juste sur ce point-là, parce qu'il est vraiment complètement fondamental, on touche du doigt une des raisons pour laquelle la transition est difficile. Elle est difficile structurellement. Elle demande de prendre des mesures aujourd'hui qui ne délivreront tous leurs bénéfices que sur la durée. Quand on parle d'investissement sur le bâtiment, quand on parle d'investissement sur le transport, les deux secteurs les plus compliqués pour la France, par exemple, puisque on en parlait, sont des secteurs qui ne vont pas se transformer du jour au lendemain. C'est l'éternel cas du temps scientifique ou du temps qui n'est pas le temps médiatique, le temps politique. Ça prend du temps. C'est valable pour l'éducation, pour la recherche, pour plein de choses. Ça pourrait très bien être le temps politique. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre ces mesures-là, parce que ces mesures-là, elles délivrent leurs bénéfices. Le temps politique, surtout sur la dans laquelle on est. Le fait de prendre des mesures, le fait de prendre des mesures pour accompagner la rénovation du bâtiment, ou pour accompagner les évolutions de mobilité. On a eu quand même beaucoup de sujets autour du lien entre climat et mobilité en France, à l'époque des Gilets jaunes, etc. Ça a beaucoup cristallisé. Le fait de prendre ces mesures-là, il n'y a aucune fatalité pour que ces mesures-là, elles soient nécessairement punitives à court terme, dans l'attente d'un bénéfice à long terme. Tout dépend de la façon dont on construit les politiques, dans la façon dont on accompagne ces politiques. Et il n'y a aucune raison de penser qu'une politique climatique doit être pensée indépendamment de ses impacts à court terme. Il faut qu'elle soit pensée en reliant les questions court terme, les enjeux sociaux à court terme, les questions économiques à court terme et les transformations qu'elles peuvent induire à long terme. Patrick. La question, si vous voulez, c'est que cette lutte pour le changement climatique, contre le changement climatique, est assez inégalitaire. Elle est inégalitaire sur le plan mondial, parce que je crois que la Chine n'est pas venue à Belém, l'Inde non plus, ce sont les pays les plus pauvres qui n'y arrivent pas. Donc il faut accélérer. Non, mais attendez. Après les États-Unis, oui, et en tout cas, avec États-Unis, Inde et Chine, les plus gros pollueurs. Les plus gros pollueurs, effectivement. Et lorsque vous regardez tous ces déchets qui se déversent, il n'y a pas de station d'épuration dans les pays pauvres, on devrait avoir un programme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est un peu l'égoïsme international. L'Europe, le monde industriel fait des efforts. Il y a beaucoup d'investissements à faire à ce niveau-là. Enfin, c'est inégalitaire sur le plan social. Vous avez employé le terme punitif. Oui, il y a aussi une écologie punitive, c'est-à-dire que finalement, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Parce que, écoutez, moi je l'avais ce matin. Vous avez mentionné les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y a des gens qui n'y arrivent pas financièrement. Et donc, il faut que cette écologie qui est indispensable, personne ne la remet en cause, soit concertée et fasse sa place à toutes les catégories sociales. Et donc, si on ne le fait pas, fatalement, ça provoque, on va dire, des éruptions politiques avec des partis qui sont plutôt climato-sceptiques, et on sait à quoi on fait référence en Europe. Et c'est ça, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a de plus en plus de forces politiques qui pensent que finalement, ce n'est plus la priorité. Et donc, on voit bien aussi que la Commission européenne, encore une fois, est en train de céder le pas au lobby industriel automobile allemand. Et enfin, en Allemagne, on est encore en train de développer les énergies fossiles. Et enfin, vous avez certains partis... En même temps, on parlait de l'électrique, on revoit les prix des véhicules électriques. Les prix des véhicules électriques. Notamment des constructeurs français. Excusez-moi, mais je ne suis pas spécialiste. Je vous pose cette question pour que, quand je dis qui est responsable, on peut aussi voir nos échecs. Est-ce que, par exemple, l'industrie automobile française, là on parle que de la France, mais à anticiper cela et à accompagner cela? Elle n'a pas du tout anticipé. Les constructeurs automobiles français ont construit uniquement des modèles très haut de gamme. On est passé à des SUV, que ce soit en thermique ou en électrique, totalement inaccessibles, inabordables. Oui. Et 9, 35, 40 000, 45 000 euros pour les gens qui n'achètent plus de voitures neuves. C'est très récent qu'il y ait des voitures accessibles. Alors, il y a eu un lancement aujourd'hui d'une voiture à moins de 20 000 euros, voiture française, électrique. Mais quelque part, c'est ça. Il faut que la production d'automobiles françaises corresponde aux attentes. Et effectivement, par ailleurs, il va falloir avoir un marché de l'occasion. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que tout le monde n'achète pas un véhicule neuf. Beaucoup de Français achètent des véhicules d'occasion. Et il faut les accompagner aussi dans l'achat de véhicules d'occasion moins polluants. Fabio, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais revenir sur une chose. Bien, je vous corrige, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. La question de l'égalité est fondamentale, évidemment. Mais je voulais juste dire que la transition écologique, elle coûte cher, mais non, elle ne coûte pas cher. C'est les effets de ne pas faire la transition écologique qui sont beaucoup plus chers. Et en fait, la recherche plus récente qui essaye d'estimer ces coûts découvre quand même ces coûts vont peut-être être encore plus forts. Oui, vous voulez nous dire qu'en fait, les coûts du réchauffement climatique seront gigantesques comparés à ce qu'aujourd'hui. Mais quand un Français, un Européen ou un Chinois vous dit « Non, mais moi, je ne parle pas de 2080, je parle du mois prochain. » Et qu'est-ce qu'on fera aussi de tous ces millions de batteries? Il y a aussi la recherche récente qui a montré qu'en fait, il y a aussi des co-bénéfices qui sont assez immédiats dans la transition écologique dans plusieurs choses, notamment la santé. La meilleure santé avec moins d'émissions dues au fait de brûler des hydrocarbures, c'est un bénéfice qui se monétise, et c'est de plusieurs milliards d'euros, et c'est quelque chose qui bénéficie le pays où les politiques sont... Mais à titre individuel, c'est ça ce qui est difficile de faire comprendre à certaines personnes, et encore une fois, on n'est pas là pour juger. C'est difficile. C'est une transition qui est difficile parce qu'elle demande de remettre beaucoup de choses en cause, mais c'est une transition dont l'effet sur les gens au quotidien va dépendre beaucoup de la façon dont on la met en œuvre. J'ai mentionné tout à l'heure les Gilets jaunes, parce qu'il y a un exemple emblématique de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a instauré le fondamental de ça. On a instauré une augmentation, une taxe sur l'essence qui a finalement été perçue comme punitive par toute une catégorie de la population. Et c'est probablement parce que cette mesure avait été mal conçue, parce que les effets que cette mesure allait avoir sur notamment les populations rurales qui ont besoin de leur voiture et qui n'ont pas d'autre choix parce qu'ils n'ont pas d'alternative, ils n'ont pas les transports en commun. Donc, pour qui c'est directement punitif si on ne fait qu'augmenter le prix de l'essence sans prendre d'autres mesures, on perçut ça comme punitif. Mais il n'y avait pas de fatalité. On aurait très bien pu concevoir cette mesure-là en tenant compte des mesures d'accompagnement de ces politiques, en tenant compte des effets sociaux. Donc, tout ce dont on parle là, c'est d'avoir une construction beaucoup plus fine des politiques d'accompagnement, des mesures qui vont accompagner la transition, comme condition pour rendre cette transition non seulement bénéfique du point de vue climatique, mais aussi potentiellement désirable du point de vue social et économique. En tout cas, vous disiez à quel point c'était difficile. Je voudrais vous faire réagir à ce reportage de nos confrères de Dimanche en politique sur justement, vous en avez parlé, les contradictions françaises, notamment à travers le mandat d'Emmanuel Macron qui avait affiché de grandes ambitions environnementales et écologiques. Et puis, après, il y a le débat politique que chacun peut avoir, mais il y a aussi, j'allais dire, le mur du réel. On regarde et on réagit juste après. Malgré la fonte des glaciers, l'escale d'Emmanuel Macron au Groenland n'était pas à visée écologique. Terre rare, enjeu stratégique, l'ère Trump a ouvert la voie du brutal, de l'imprévu. Pourtant, la France, due en même temps, dans une Europe tempérée, avait bien commencé, avec un ministre écolo médiatique qui ne restera que 15 mois. Je n'ai pas, en l'état, réussi à combler cette ligne de faille entre l'économie et l'écologie. La faille ne sera jamais comblée. Au second quinquennat, il y aura bien les promesses de campagne. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et au moment des vœux, un aveu d'impuissance. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Puis arriva... Nous avons un chemin qui est celui de l'écologie à la française. Et quand l'écologie à la française, indexée sur la croissance, rencontre le lobby agricole, c'est le retour du glyphosate hier, aujourd'hui celui d'un néonicotinoïde. On ne peut pas être dans un régime qui soit en permanence de l'interdiction sans aucune solution. Aujourd'hui, on acte la fin de l'écologie dans les mandats d'Emmanuel Macron. C'est un peu une lapalissade, mais oui, c'est difficile d'embarquer tout le monde, d'embarquer toute une société, 70 millions de Français, a fortiori la planète. C'est difficile si on ne sait pas dialoguer, si on fait de la politique de haut en bas de manière très verticale et que les gens sur le terrain ne comprennent pas en fait vers où on les emmène et comment eux ils vont pouvoir se situer dans cette transformation-là. Il faut faire de la politique autrement. Il y avait une convention citoyenne pour le climat qui avait réuni 500 citoyens tirés au sort représentatifs des Français avec des débats très ouverts
houleux entre eux, justement, puisqu'ils venaient chacun de milieux très différents, de territoires très différents. Ils avaient réussi à produire 150 propositions très intéressantes. Et Emmanuel Macron s'était engagé à les transmettre sans filtre au Parlement. Et il ne l'a pas fait. Et donc, c'est vrai qu'on voit bien que cette possibilité de faire de la politique autrement, il ne l'a pas prise jusqu'au bout. Et on est resté sur des politiques très verticales. Mais parce que faire de la politique, je suis pas homme politique, mais voilà, on l'a vu, c'est des lobbies. C'est pas toujours un gros mot, des lobbies. C'est l'agriculture, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des riches, c'est des pauvres. C'est des lobbies, mais c'est pas les citoyens. Juste, pardon, excusez-moi, mais on a fait faire un sondage il y a pas très longtemps au réseau Action Climat par Ipsos qui montre qu'en fait, la grande majorité des Français, à la fois, et y compris tout l'électorat confondu, regrettent que Emmanuel Macron et ses gouvernements ne soient pas allés plus loin sur la transition écologique. Ils regrettent tous, y compris l'électorat d'Emmanuel Macron, y compris les Républicains. Ma question, pourquoi ça ne se traduit pas dans les urnes? Pourquoi il n'y a pas 80% de Français qui votent écolo? Les Français soutiennent à plus de 70% les mesures de transition écologique. Oui, mais ils ne votent pas écolo. Mais non, mais majoritairement. L'écologie n'appartient pas qu'à un seul parti. Il faut que l'ensemble des partis portent des mesures de transition écologique qui ne seront pas les mêmes, mais ils peuvent les porter. Simplement, actuellement, l'extrême droite en a fait un cheval de bataille de se battre contre certaines mesures, de s'appuyer sur certaines colères et de les faire monter. Et malheureusement, l'extrême droite est en train de propager ses idées plus à droite, voire parfois... Alors, on a parlé d'extrême droite, Patrick, et puis après on abordera une autre question. Pour répondre à votre question, en fait, certes, l'écologie ne devrait pas appartenir à un clan politique. Il n'en demeure pas moins qu'historiquement, depuis les années 80, l'écologie est de gauche. Au Parlement européen, dans les partis politiques, les écologistes sont dans des gouvernements de gauche. On n'a jamais vu un parti écologique de droite pouvoir effectivement monter. L'environnement n'était pas. Non, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous votez écologique, en général, on vote à gauche. On va pas dire je vote à droite et donc écologique. Donc c'est la contradiction. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas sensibilisé à la dépollution. Et vous parliez des agriculteurs tout à l'heure. Pourquoi on a lâché un peu? Parce que beaucoup d'agriculteurs meurent les uns derrière les autres, font faillite. Beaucoup de faillites de faillites et de suicides chez les agriculteurs. Et donc évidemment qu'il a fallu lâcher du lest un peu. Et lorsqu'on est dans une société démocratique, il faut savoir avancer de façon concertée et écouter éventuellement les peurs, les angoisses des uns et des autres, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas diminuer cette ambition, mais ça doit être concerté et tout à fait progressif. Et parce que vous l'avez soulevé, Patrick, et encore une fois, on a dit qu'on faisait un débat sans concession, est-ce que, vous disiez l'écologie est de gauche, est-ce que c'est pas aussi le problème, au sens où, pour certains électorats, eh bien, les écologistes portent une plateforme de gauche d'autres revendications qui quittent l'écologie. Est-ce qu'il y a eu des failles? On en parlait avant le plateau et on prenait l'exemple de Greta Thunberg, qui a été une légende pour toute une jeunesse il y a quelques années et qui mobilisait justement des espoirs de jeunesse qui ne voulaient pas prendre l'avion, etc. Et puis on la retrouve sur une flottille pour Gaza. Encore une fois, la cause pour Gaza et tout ce qui se passe là-bas est tout à fait louable. Mais est-ce que les messages n'ont pas été brouillés par l'écologie de gauche? N'a-t-elle pas brouillé les messages en mettant d'autres revendications sociales et que finalement, on a perdu le sens du combat premier? La raison pour laquelle l'écologie est un peu traditionnellement portée par les partis de gauche, c'est probablement parce qu'il y a la conviction que, fondamentalement, la question écologique est une question sociale. Fondamentalement, les impacts écologiques sont des véhicules d'inégalité. Qu'est-ce qui va être affecté par le changement climatique? Les plus vulnérables. Et les plus vulnérables, ce sont les gens, évidemment, il y a des inégalités entre pays, mais en France même, les gens qui vont être affectés le plus par les vagues de chaleur, par les sécheresses, par les ouragans, les catastrophes, c'est qui? Ce sont les plus vulnérables. Donc, et on l'a toujours dit, les plus grands milliardaires du monde, ils arriveront toujours à les trouver, à aller skier quelque part sur la planète. Même sans aller jusqu'aux milliardaires. Je veux dire, on voit bien que les capacités d'adaptation vont dépendre beaucoup des ressources que chacun a. Et donc, traiter la question écologique, c'est avant tout une question de justice sociale. Et la question fondamentale est probablement là où on est encore au milieu du chemin et où il va falloir qu'on fasse encore plus d'efforts et que ce moment de la COP 30 doit être un moment aussi de bascule dans les discussions nationales. Encore une fois, c'est un sommet international, mais ce qui compte, c'est de savoir qu'est-ce qui va induire dans les discussions nationales. C'est la conviction qu'on peut construire des politiques qui traitent la question du climat d'une façon qui soit positive pour la justice sociale. C'est possible. Donc, c'est doublement une question de justice sociale. Gérer les questions d'impact parce que ça impacte les plus
pauvres, les plus vulnérables, mais aussi créer des politiques qui peuvent aider, accompagner les transitions plus justes socialement. Mais Fabio, et aussi pour finir là-dessus, notamment parce qu'on parlait de politique, notamment on parlait de municipal. Il y a quelques années, voilà, vous parliez de Lyon, Patrick, beaucoup de grandes villes françaises qui ont basculé chez les écologistes. Ça a l'air de moins bien se profiler pour les prochaines municipales. Est-ce que là encore, c'est parce que... alors, je comprends ce que vous dites, hein, l'écologie est peut-être fondamentalement de gauche, mais tous les citoyens ne le ressentent pas comme ça, Fabio. Je ne sais pas si c'est fondamentalement de gauche. Il y a des partis de gauche qui sont aussi écologistes, mais on n'empêchera pas ces partis d'être de gauche. Ce que je constate, c'est que les partis de droite n'ont pas su élaborer une pensée écologique qui soit aussi compatible avec l'idée de société qu'ils portent. Je pense que c'est possible. Pourquoi ils ne le font pas? Moi, je préférerais que ce soit ça, plutôt que voir une droite républicaine qui court derrière Donald Trump ou Marine Le Pen. Et je voudrais que la question écologique soit résolue de manière démocratique. Mais ça doit venir de la droite. Donc on ne peut pas demander au parti de gauche de ne pas être de gauche. Pourquoi ça se passe mal à Lyon, où je suis, les élections? Parce que les écologistes ont mis en place une zone à trafic limité, c'est tout à fait louable, mais ça s'est fait sans pratiquement aucune concertation, et les habitants sont en colère, parce qu'on ne pense pas aux personnes âgées, on ne pense pas au transport sanitaire, on n'a pas assez concerté, et donc c'est cette écologie punitive dont ne veulent pas les concitoyens. Et aujourd'hui, c'est vrai que la droite, elle dit, moi je vais rétablir cette zone avec les voitures. Il ne faut pas aller jusque-là, il faut trouver une solution intermédiaire, où on puisse mieux vivre en centre-ville, comme à Lyon, je l'ai constaté récemment, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait de façon concertée. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, au final, risquent de voter à droite, car cette écologie punitive de gauche, n'est plus acceptée aujourd'hui. C'est ce que vous disiez, Patrick, parce qu'en préparant l'émission, on a lu ça, on écoute évidemment tous les avis. À ce côté, être écologiste aujourd'hui, c'est des bourgeois à vélo, quoi, qui peuvent se permettre d'être à vélo dans des grandes villes, bien équipées. C'est un truc de riche d'être écologiste. Il faut dépasser ça. Mais c'est justement pas du tout le cas. C'est avant tout une question de justice fondamentale. Après, toute la question, c'est quelle politique on construit et comment on les construit. Ce que disait Anne tout à l'heure, c'est extrêmement important. On parle de faire de la politique différemment. On parle, ce que vous disiez aussi, on parle d'impliquer les acteurs parce que oui, on est face à des changements compliqués. Oui, on parle de changements structurels, fondamentaux, qui vont affecter la façon dont on vit. D'ailleurs, c'est pas comme si tout allait très bien aujourd'hui dans la société et où on se dit, si on change quelque chose, ça va forcément aller moins bien. Tout l'enjeu, c'est de se dire, on change fondamentalement pour construire un changement qui réponde mieux aux besoins des populations. C'est important de les impliquer. Donc, évidemment qu'on parle de changer la façon dont on construit des politiques. Et si on ne le fait pas, on aboutit à ce genre de paradoxe, finalement, qui est de dire que des mesures qui sont prises fondamentalement pour des questions de justice sociale sont effectivement aujourd'hui largement perçues comme des mesures d'injustice, parce que la fabrique des politiques, la façon dont elles sont abordées, ça marche pas bien, et c'est ça qu'il faut changer fondamentalement. C'est ça qu'on voit, et juste pour dire, on parle de la France, c'est le cas vraiment partout dans le monde. On n'est pas unique, il y a des difficultés partout, parce qu'on est face à un système qui est un système sur lequel on s'est construit pendant des décennies, pendant des siècles, et dont on parle de changer radicalement. Donc oui, ça ne va pas sans friction. Justement, Henri, vous me donniez la transition, vous parliez du monde entier. Est-ce qu'on parlait du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein? Quels sont aujourd'hui les bons et les mauvais élèves au niveau mondial? Alors, encore une fois, la France, il y a des soucis, mais en Europe, on l'a dit, on a quand même une conscience écologique assez forte. En France, je pense qu'on n'est pas les plus mauvais élèves. Vous le savez, je l'ai souvent abordé sur ce plateau, j'ai été correspondant aux États-Unis pendant des années. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, quand on est au fin fond des États-Unis, ça n'a rien à voir avec même une petite ville de province en France. On a beaucoup plus de conscience écolo. C'est qui les bons et les mauvais élèves dans le monde aujourd'hui? Alors, il y a des pays qui ont beaucoup diminué leurs émissions et des pays qui ont moins augmenté leurs émissions. Mais en fait, tout proportionnellement à leurs émissions précédentes, surtout avant l'accord de Paris, ont réduit. Donc, la France réduit plus qu'avant le rapport de Paris l'Arabie Saoudite augmente moins qu'avant le pacte de Paris. Maintenant, pourquoi un pays est gentil et un autre méchant? En fait, réduire les émissions, c'est quelque chose de compliqué. Ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je dirais que les meilleurs élèves et les mauvais élèves, ce n'est pas tellement les pays, mais c'est leur gouvernement. Et vous en avez eu un à l'écran de méchant. Non, mais il y a des gouvernements. Non, mais Patrick. J'étais, moi, à Amsterdam la semaine dernière. J'étais estomaqué
de voir qu'il n'y avait aucune zone à trafic limité, que les voitures passaient sur les zones de tramway. C'était une véritable vie anarchique. Et donc, on ne limite pas, même à côté des canaux, la circulation des véhicules. Donc, il n'y a pas forcément de bons ou mauvais élèves, mais je veux dire qu'il y a des plans. Chaque État doit présenter un plan vert. La Commission européenne elle-même se finance dans le plan de reconversion post-Covid à financer des actions pour l'environnement. Ça, c'est très important. Et je voudrais souligner aussi aujourd'hui le rôle des collectivités territoriales. On a cité les transports en commun, c'est fondamental. Les écoles, il faut effectivement isolé on met beaucoup plus de verdure dans les villes et aujourd'hui les collectivités territoriales ont un rôle essentiel et on ne le souligne pas toujours assez. Toujours sur cette question des différents échelons politiques. Juste une question, parce que quand on parlait de l'étranger, mais vous pouvez y répondre, la Chine qui est, je crois, le deuxième pollueur mondial après les États-Unis, mais la Chine qui est le plus gros producteur de panneaux solaires. On dit souvent que la Chine promet pas beaucoup, mais elle fait beaucoup. Surtout par rapport à ce qu'elle faisait avant, et que quand on décide quelque chose en Chine, ils ont quand même pris la révolution climatique et les enjeux à bras-le-corps. En fait, pour revenir, et ça fait le lien avec la question chinoise, mais la question que vous posiez sur les bons élèves et les mauvais élèves, en fait, parmi les changements que l'accord de Paris que vous aviez présenté tout à l'heure a instauré, c'est le fait que, en fait, on change, on n'est plus en train de se comparer les uns par rapport aux autres. La question, c'est que chaque pays doit définir son plan, c'est ce que vous avez dit, et doit définir un plan ambitieux. On a, vous le rappeliez ce chiffre, 140 pays qui ont aujourd'hui un objectif de neutralité, alors à des dates différentes, entre 2050 et 2070, qui reflètent l'hétérogénéité des situations. Donc ça, c'est très cohérent. Donc, est-ce qu'on est un moins bon élève parce qu'on s'engage à la neutralité à 2070 par rapport à 2050 ? Certainement pas, parce que ça reflète des différences historiques, des différentes de situations. Comment on fait pour comparer ? C'est pas l'enjeu, en fait. C'est ça qui est important. C'est de se dire que la question, c'est pas de donner des bons points, de savoir si un tel fait mieux que l'autre. La question, c'est est-ce que chaque pays s'améliore ? Et c'est la logique de l'accord de Paris. C'est pour ça que la COP 30 est très importante. C'est un moment de rendez-vous pour se dire où est-ce qu'on en est ? Quel est le progrès que chacun a fait ? C'est comme à l'école. La question, c'est pas forcément d'avoir 18 sur 20, c'est d'avoir progressé du premier au deuxième trimestre. Et on ne donne pas... Il n'y a pas de bonne note ou de mauvaise note à chaque élève. C'est peut-être la différence par rapport à l'école. La question, c'est surtout de se dire qu'est-ce qu'on va apprendre de tout ce qu'on a fait pour que chacun, quand il retourne chez lui, parce que l'accord de Paris, c'est ça. Chaque pays soumet ses contributions nationales. Donc finalement, chaque pays fait un peu ce qu'il veut. C'est une reconnaissance de la réalité. Et du coup, d'apprendre... Et donc un mot sur la Chine. La Chine fait énormément. La difficulté, et là je pense que l'exemple de la Chine est très emblématique. La Chine développe massivement les véhicules électriques, développe massivement les énergies renouvelables. La question fondamentale qui se pose en Chine, mais qui se pose un peu partout, c'est que pour l'instant, ces solutions bas carbone, elles se rajoutent aux énergies fossiles. Donc on est dans une situation où on a une croissance très forte de la demande d'énergie, et que pour faire ça, on augmente les énergies fossiles, notamment le charbon, et en même temps, on augmente les renouvelables. Tout l'enjeu, c'est de passer à des plans où les pays, progressivement, remplacent des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Alors juste dans les dernières minutes qui nous restent, je voulais vous montrer quelque chose, parce que ça rejoint ce que vous disiez, notamment tout est conciliable, y compris l'économie, réconcilier l'économie. On va vous montrer un extrait d'un reportage de Lila Bellili, une de nos reporters pour Envoyé spécial. Elle est allée dans la ville la plus écolo des États-Unis, c'est Roscoe, c'est au Texas. Ce reportage commence comme ça, avec des courses de Monster Truck où les gars y vont avec des moteurs V8 qui font tourner à fond la caisse. Mais pourtant, eh bien, malgré cela, cette ville est devenue super écolo parce qu'effectivement, il y a d'immenses éoliennes qui rapportent beaucoup. Et vous allez voir que même le maire de la ville se range à l'écologie au vert, pas du tout par amour de la planète ou par conscience du changement climatique, il est plutôt climato-sceptique, mais bel et bien pour le business. On regarde l'extrait et vous me dites ce que vous en pensez après. Roscoe serait-elle devenue écolo ? Ici, on vote plutôt républicain et Donald Trump. Alors cette conversion soudaine à l'écologie sonne un peu faux. Prêt pour le concert ce soir ? Baby child born along the highway, soul somewhere adrift out on the blue. Pete Porter ne croit d'ailleurs pas du tout au réchauffement climatique. Est-ce qu'on a installé ces éoliennes pour la planète ou pour l'argent ?
Bah, je vous le dis, c'est pour l'argent. Je pense qu'il faut prendre soin de la planète. Mais je ne crois pas que la planète soit dans un mauvais état, comme les gens le disent. On a d'autres problèmes bien plus importants. Roscoe, écolo, mais pour l'argent, pas par souci du climat. Fabio D'Andrea, quelle est votre réaction quand on voit ça? Vous voyez, de l'argent à se faire. D'ailleurs, la politique chinoise dont vous parliez montre que la Chine se prépare à être la gagnante de cette transition énergétique qui est déjà en cours. Et nous, on a le choix si être le dernier wagon ou le premier. Patrick? Vous savez, les éoliennes, c'est bien. Alors, je ne suis pas ingénieur, je pense que c'est quelque chose, une invention très importante, mais il y a aussi des oppositions politiques. Lorsque vous partez en Bourgogne et que vous n'avez que des éoliennes, il y a des personnes, des élus, qui vont considérer que ça défigure complètement le paysage. Donc, je ne me prononce pas. Alors, Texas, c'est des éoliennes, mais moi, j'y étais plein de fois. Il y a énormément de panneaux solaires aussi. Et d'ailleurs, je crois que les panneaux solaires, c'est encore plus prometteur. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Mais n'oublions pas aussi, on ne pense jamais à la reconversion. On ne pense pas à la reconversion, au retraitement des batteries électriques des voitures dans 20 ans, 30 ans. On ne pense pas à la reconversion des éoliennes. Et il paraît que ça coûtera extrêmement cher également pour les démonter et pour une fois qu'ils seront hors de service. Donc, il faut réfléchir à long terme, même si elles sont utiles à maintenant, qu'elles rapportent effectivement quelque chose en termes d'énergie, il faut penser au long terme. Il y a des réglementations, hein. Les batteries et les éoliennes seront recyclées, c'est obligatoire dans l'Union européenne. Et je voulais juste dire qu'il y a plein de bons arguments pour faire la transition. Il n'y a pas que le climat, il y a effectivement les gains économiques, il y a les emplois, il y a le pouvoir d'achat, parce que finalement, on paye 60 milliards d'euros chaque année pour acheter des énergies fossiles hors de France. Il y a des tas de bonnes raisons, et je pense que quelle que soit la raison, c'est important qu'on y aille ensemble pour aller vers ce monde qui sera quand même plus agréable en termes de qualité de vie. Henri Westman, le mot de la fin. Justement, ce que vous disiez, ça montre que, alors on peut critiquer ou pas, voilà, la déclaration de ce maire, mais ça montre que c'est possible. On peut peut-être embarquer tout le monde. Il n'y a aucun problème à ce qu'on fasse des bénéfices et du profit avec la transition. D'ailleurs, c'est la réalité. Cette transition, elle va avoir lieu parce qu'elle est rentable, parce qu'elle est bénéfique, parce que c'est le futur. Et c'est tout l'enjeu de l'accord de Paris et de la COP, de donner ce cap et de dire c'est vers ça qu'on va, allons-y ensemble et n'attendons pas. Il n'y a aucune raison de retarder. Plus on retarde, plus on va avoir des dommages climatiques et plus ce sera compliqué de faire cette transition. Donc ça, c'est le futur. C'est le futur au Texas. Je peux vous dire, on travaille au Sénégal. C'est le futur au Sénégal parce que, exactement, ils se sont rendus compte que finalement, les énergies renouvelables, c'est peut-être un bon modèle par rapport à l'exploitation massive du gaz qu'ils ont découvert. Donc, c'est une vérité, mais par contre, ça demande que chaque pays, chaque région, chaque collectivité se saisisse de cette question-là. Eh bien, au moins, voilà, un message un peu plus d'espoir vert, un peu plus à moitié plein. Vous reviendrez sur ce plateau, on reparlera de la COP 30 dès lundi, 22h.